Pourquoi l'évitant commence-t-il à te désirer juste au moment où tu cesses d'être une option pour lui? Parce que le désir d'un évitant ne s'active pas avec la disponibilité. Il ne grandit pas avec une présence constante, ni avec des tentatives de convaincre, ni avec des explications émotionnelles. Au contraire, tant qu'il sait qu'il peut revenir quand il veut, son intérêt reste endormi. Pas d'urgence, pas de risque, pas de tension. Mais quand tu cesses d'être disponible comme option, quand ton énergie n'attend plus, quand ta vie ne tourne plus autour de ces allées et venues, quelque chose change. Non pas parce que tu le punis, non pas parce que tu joues un jeu, mais parce que, pour la première fois, son système perçoit une perte sans confrontation. L'évitant ne désire pas ce qui le poursuit, il désire ce qu'il ne peut plus contrôler. Et au moment exact où tu cesses d'être une option sûre, tu deviens une possibilité qu'il pourrait perdre. C'est là que naît le désir. Tu vas maintenant comprendre exactement pourquoi ce changement se produit, ce qui l'active et la vérité inconfortable sur ce que ce désir renouvelé signifie réellement. Si tu as déjà vu quelqu'un de distant devenir intensément présent juste au moment où tu t'éloignais, reste avec moi. Ce qui suit va bouleverser tout ce que tu croyais savoir sur comment retrouver son intérêt. La plupart des gens croient que démontrer de l'amour, être disponible et faire preuve de patience finira par faire fondre les défenses de l'évitant. Cette croyance est compréhensible. Dans les relations normales, la constance construit la sécurité, la présence génère la confiance. Mais avec l'évitant, ça fonctionne à l'envers. Ta disponibilité constante ne construit pas la connexion, elle l'élimine. Quand tu es disponible, quand tu attends ses messages, quand tu ajustes ta vie à ses horaires, quand tu acceptes des miettes d'attention sans exiger de réciprocité, tu envoies un message silencieux. Ce message dit que tu seras là peu importe comment il te traite, que tu peux être mis de côté et récupéré selon sa convenance, qu'il n'y a pas de vraies conséquences à sa distance. L'évitant enregistre cette dynamique sans y penser consciemment. Il ne manipule pas activement, il répond simplement à ce qu'il perçoit. Et ce qu'il perçoit, c'est une sécurité absolue dans ta présence, la sécurité que tu n'iras nulle part, que tu toléreras les va-et-vient indéfiniment, que la connexion existera exactement selon ses termes, sans pression, sans vraies exigences. Cette sécurité tue le désir, non pas parce que c'est mal de se sentir en sécurité dans une relation, mais parce que pour l'évitant, la sécurité dans ce contexte signifie un contrôle total. Cela signifie que l'intimité peut être dosée, administrée, maintenue à une distance confortable. Pas de poussée, pas d'attraction, juste une disponibilité passive qui attend son retour. Puis arrive le moment où tu cesses d'être disponible. Tu ne fais pas de théâtre ni n'appliques des tactiques de reconquête. Tu as simplement atteint ta limite. Tu en as assez d'attendre des messages qui n'arrivent jamais avec constance. Tu en as marre des plans annulés. Tu es épuisé par cette sensation d'être toujours en pause pendant qu'il décide s'il t'inclut dans sa vie ou non. Tu commences à réorganiser ton énergie. Tu acceptes des invitations que tu refusais avant au cas où il apparaîtrait. Tu reprends des projets que tu avais mis en second plan. Tu te concentres sur des amitiés que tu avais négligées. Tu ne le fais pas pour provoquer une réaction. Tu le fais parce que tu as besoin de récupérer ta vie. Parce que réaliser que tu as été en mode attente te fait plus peur que de le perdre. Et précisément là, quand ton énergie n'orbite plus autour de sa disponibilité, quand tu te concentres vraiment sur autre chose, il le perçoit. Tu n'as pas besoin de l'annoncer. Tu n'as pas besoin de lui dire que maintenant tu as d'autres plans. Tu cesses simplement d'être accessible de la manière dont tu l'étais toujours. Tu réponds quand tu peux, pas immédiatement. Tes week-ends sont occupés par des choses qui ne l'incluent pas. Ton attention est véritablement divisée vers des domaines de ta vie que tu avais abandonnés. L'évitant remarque le changement. Pas de façon dramatique au début, mais quelque chose s'enregistre. Les messages qu'il obtenait avant une réponse immédiate prennent maintenant des heures. Les conversations qui coulaient avant avec ton énergie constante sont maintenant plus courtes, plus neutres. Ta disponibilité émotionnelle, qui était avant garantie, est maintenant intermittente. Tu es là, mais pas complètement. Présente, mais pas en train d'attendre. Ce changement altère la dynamique de contrôle qui maintenait le désir endormi. Avant, il pouvait apparaître et disparaître en sachant qu'il reviendrait toujours sur un terrain sûr. Ta disponibilité était constante. Maintenant, cette constante n'existe plus.
il y a de l'incertitude, il y a un espace vide là où il y avait avant une présence garantie, et cette incertitude réveille quelque chose que la disponibilité n'a jamais pu réveiller. Le désir de l'évitant naît dans cet espace de perte sans conflit. Tu ne te bats pas, tu n'exiges pas d'explication, tu ne fais pas pression pour des définitions, tu n'es simplement pas disponible de la façon dont tu l'étais. Et cette absence, sans drame, sans confrontation, sans demande émotionnelle, crée la tension dont son système a besoin pour activer l'intérêt. Il commence à te contacter plus fréquemment. Les messages arrivent avec plus de constance. Ils suggèrent des plans concrets au lieu de vagues possibilités. Ils montrent de la curiosité sur ce que tu fais, avec qui tu passes du temps. Il y a une énergie différente, plus présente, plus concentrée. Il semble enfin s'éveiller au type de connexion que tu as toujours voulu. C'est là que la plupart commettent l'erreur fatale. Ils interprètent ce changement comme une victoire, comme la preuve qu'il a finalement vu ta valeur, comme le signe que la relation peut vraiment commencer maintenant. Mais ce désir renouvelé n'est pas ce qu'il semble. Il ne représente pas une transformation émotionnelle, ni un éveil à tes qualités. Il représente quelque chose de complètement différent. Le désir que ressent l'évitant quand tu cesses d'être une option n'est pas un désir pour toi en tant que personne. C'est un désir de récupérer le contrôle sur la dynamique. C'est une anxiété de perte déguisée en intérêt romantique. C'est l'impulsion de restaurer l'équilibre où il marquait les temps et les distances pendant que tu attendais patiemment. La différence est critique. Quand tu étais disponible, il n'y avait rien à conquérir. Pas de défi, pas d'incertitude. L'évitant prospère dans la distance, pas dans la proximité. Ta présence constante éliminait la distance dont son système a besoin pour se sentir en sécurité. Mais ton absence crée exactement cette distance. Et dans cette distance, il peut expérimenter quelque chose qui ressemble au désir, mais qui est fondamentalement différent. Ce qu'il ressent, c'est le besoin de combler l'écart qui existe maintenant. De revenir à l'état où il contrôlait quand il y avait contact et quand il n'y en avait pas. De restaurer ta disponibilité parce que cette disponibilité lui donnait de la sécurité, non pas parce qu'il veut vraiment l'intimité que la vraie proximité exige. L'évitant poursuit ce qu'il a perdu, pas ce qu'il a gagné en t'ayant près de lui. Cette distinction est dévastatrice à comprendre, mais essentielle. Si tu reviens quand il montre cet intérêt renouvelé, si tu interprètes son attention comme un vrai changement, si tu penses qu'il est enfin prêt pour la relation que tu voulais, tu retomberas directement dans le cycle qui t'a détruite la première fois, parce que dès que tu seras à nouveau disponible, dès que ta vie tournera à nouveau autour de sa présence intermittente, le désir s'éteindra encore. Il récupérera la sécurité que tu n'iras nulle part, la tension disparaîtra, l'incertitude se dissoudra, et vous reviendrez exactement au schéma où il apparaît et disparaît pendant que tu attends, sauf que maintenant, avec l'histoire ajoutée qu'une fois tu es parti et revenu. Cette histoire renforce sa croyance inconsciente qu'il peut te perdre temporairement, mais toujours te récupérer. L'évitant ne te désire pas plus quand tu cesses d'être une option. Il te désire différemment. Il te désire de retour dans le rôle qui lui donnait du confort. Il te désire restauré à l'état où ta présence ne menaçait pas son autonomie parce qu'il savait qu'il pouvait s'éloigner sans vraies conséquences. Ce désir ne construit pas de relation. Il perpétue des dynamiques. Alors, la vraie question n'est pas pourquoi l'évitant te désire quand tu t'éloignes. La question est ce que tu fais avec ce désir renouvelé. Parce que si tu l'interprètes mal comme de l'amour, si tu penses qu'il s'est enfin réveillé à qui tu es, si tu crois que maintenant il peut te donner la relation dont tu as besoin, tu te prépares à répéter exactement le même cycle. Cesser d'être une option fonctionne pour réveiller son intérêt. Mais cet intérêt n'équivaut pas à une capacité d'intimité. Cela ne signifie pas qu'il peut maintenir une proximité constante. Cela n'indique pas qu'il est prêt pour la réciprocité émotionnelle. Cela signifie seulement qu'il a perçu une perte et réagit à cette perception. La réaction n'est pas une transformation. Beaucoup de personnes restent coincées ici. Elles voient le changement dans son comportement et pensent qu'appliquer la distance était la solution, qu'elles ont trouvé le code secret, qu'elles peuvent maintenant avoir la relation qu'elles voulaient si elles maintiennent le bon équilibre entre disponibilité et absence. Mais essayer de maintenir cet équilibre te transforme en administratrice permanente d'une dynamique toxique. Tu ne peux pas construire une vraie intimité sur le fondement de créer une distance artificielle pour maintenir son intérêt. Tu ne peux pas générer une connexion authentique en manipulant présence et absence.
Tu ne peux pas développer un amour sain en calculant quand être disponible et quand te retirer pour qu'il ne perde pas intérêt. C'est la recette pour l'épuisement émotionnel, pas pour une relation satisfaisante. Le désir de l'évitant quand tu cesses d'être une option révèle quelque chose d'important sur comment il fonctionne, mais ne change pas ce qu'il peut t'offrir. Il peut te désirer intensément dans ce moment de perte perçue. Il peut te contacter plus, se montrer plus présent, promettre plus. Mais le désir sous pression de perte n'est pas la même chose que l'amour dans des conditions de proximité. Quand tu reviens et que la tension disparaît, quand la menace de perte se dissout, quand ta disponibilité se restaure, sa capacité d'intimité ne change pas magiquement. Il reste la même personne qui a besoin de distance pour se sentir en sécurité, qui se ferme quand la connexion s'approfondit, qui alterne entre se rapprocher et s'éloigner selon combien de proximité il perçoit. La seule différence, c'est que maintenant tu as prouvé que t'éloigner fonctionne pour capturer son attention. Et il a prouvé qu'en montrant un intérêt renouvelé, il peut te récupérer. Cet apprentissage mutuel n'améliore pas la relation, il la rend plus prévisible dans sa toxicité. Maintenant, vous savez tous les deux exactement quel bouton presser pour maintenir le cycle en rotation. Certaines personnes peuvent vivre dans ce cycle indéfiniment, poursuivre, s'éloigner, être poursuivies, revenir, répéter. Elles trouvent une certaine addiction dans l'intensité du schéma, dans le drame de la perte et de la récupération, dans les montagnes russes émotionnelles de la connexion intermittente. Mais ce schéma n'évolue jamais vers une intimité stable, il devient juste plus familier. Si tu as vraiment cessé d'être une option, si tu as véritablement réorganisé ta vie et récupéré ton énergie, si tu t'es éloigné parce que tu as atteint ta limite et non comme tactique, alors son désir renouvelé ne devrait pas te tenter de revenir. Parce que maintenant, tu sais ce que son désir signifie vraiment. Tu sais que c'est une réaction à la perte, pas une reconnaissance de ta valeur. Cesser d'être une option n'a de pouvoir que si tu restes hors de ce rôle. Si tu utilises son intérêt renouvelé comme validation et que tu reviens, tu as transformé ton absence en outil de manipulation à l'intérieur du même cycle. Si tu maintiens ta vie concentrée sur d'autres choses et que tu le laisses gérer la perte sans le sauver, alors tu as vraiment cessé d'être une option. La différence est dans ce que tu fais avec sa réaction. L'évitant peut te désirer intensément quand tu t'éloignes. Il peut te contacter avec l'énergie que tu as toujours voulu. Il peut sembler enfin prêt pour ce que tu demandais. Mais à moins qu'il n'ait fait un vrai travail sur sa capacité d'intimité, à moins qu'il ne comprenne ses schémas et ne soit activement en train de les changer, à moins qu'il ne puisse maintenir la proximité sans avoir besoin de créer constamment de la distance, ce désir ne construira rien de différent. Et tu ne peux pas faire ce travail pour lui. Tu ne peux pas l'aimer vers la santé émotionnelle. Tu ne peux pas être si patiente qu'il finira par se sentir en sécurité avec l'intimité. Tu ne peux pas doser ta présence parfaitement pour qu'il ne se ferme jamais. Sa relation avec la proximité est la sienne. Sa capacité à maintenir la connexion est la sienne. Sa volonté d'affronter ce que l'intimité exige est la sienne. Ton travail est de décider ce que tu mérites. Si tu mérites quelqu'un qui te désire autant quand tu es présente que quand tu es absente. Quelqu'un dont l'intérêt ne dépend pas de te maintenir à une distance optimale. Quelqu'un qui peut construire avec toi sans avoir besoin de crise de perte pour activer son attention. Quelqu'un dont l'amour s'exprime dans la constance, pas dans des réactions à des menaces d'abandon. Ce qui est difficile dans cette situation, c'est que le désir de l'évitant quand tu t'éloignes se sent si réel. Les messages sont authentiques, l'énergie est palpable. L'attention est celle que tu as toujours voulu. Et après tant de temps à attendre exactement cette réponse, après tant de frustration face à sa distance, le voir enfin se montrer présent se sent comme une validation, comme la preuve que tu n'étais pas folle de voir du potentiel dans la connexion. Mais une validation basée sur l'absence est une validation conditionnée. Tu n'es pas valorisé pour qui tu es. Tu es poursuivi pour ce que tu représentes dans ce moment spécifique. Tu représentes la possibilité de perte, la menace à son contrôle, la brèche dans son système de sécurité. Et dès que cette menace disparaît, dès que tu reviens dans l'espace sûr où tu as toujours été, l'urgence de te valoriser disparaît aussi. Les personnes qui reviennent après ce moment de poursuite rapportent généralement le même schéma. Au début, tout semble différent. Il est plus présent, plus communicatif, plus disposé à faire des plans, plus ouvert émotionnellement.
Il y a une lune de miel où tu sens enfin que la relation peut être ce que tu as toujours su qu'elle pouvait être. Mais cette lune de miel dure exactement le temps qu'il faut pour qu'il enregistre que tu ne pars plus, que ta vie l'a à nouveau inclus comme priorité, que ton énergie est à nouveau disponible. Et quand cela arrive, quand il perçoit qu'il a récupéré le contrôle sur la dynamique, son système se détend, l'urgence disparaît, le besoin de se montrer présent se dissout. Et lentement, parfois si graduellement que tu le remarques à peine, vous revenez au schéma original. Les messages s'espacent, les plans deviennent plus vagues, les conversations profondes sont remplacées par des échanges superficiels. La connexion qui semblait enfin fleurir commence à se faner. Et tu te retrouves exactement là où tu étais avant, sauf que maintenant avec plus d'histoire, plus d'espoir investi, plus de preuves que quand tu t'éloignes, il répond. Ce qui rend plus difficile de t'éloigner la prochaine fois. Parce que maintenant, tu sais que ça fonctionne. Tu sais que ton absence active son désir, et ça te tente d'utiliser la distance comme outil, de te retirer stratégiquement pour maintenir son intérêt, de calculer combien de présence donner avant de reculer à nouveau. Mais ce n'est pas une façon de vivre, ce n'est pas une façon d'aimer, ce n'est pas une façon de construire quelque chose de réel. Utiliser ta présence comme monnaie d'échange pour maintenir l'intérêt de quelqu'un est épuisant. Cela exige une vigilance constante. Cela demande que tu sois toujours en train de surveiller la température de son intérêt, ajustant ta disponibilité en conséquence. Tu ne peux jamais simplement être. Tu ne peux jamais simplement te détendre dans la connexion. Tu es toujours en train d'administrer, de calculer, de mesurer. Ce n'est pas de l'intimité. C'est du théâtre permanent. Et l'ironie, c'est que même si tu réussis à maintenir cet équilibre, même si tu perfectionnes l'art d'être présente, mais pas trop, disponible, mais pas complètement, ce que tu maintiens n'est pas de l'amour sain. C'est une addiction mutuelle à un schéma. Lui, accro à la distance sûre. Toi, accro au moment de proximité que tu conquiers à travers ton absence stratégique. Tous les deux piégés dans une danse où personne ne peut vraiment se reposer. Les relations saines n'exigent pas ce niveau de chorégraphie. Elles ne demandent pas que tu calcules chaque mouvement pour éviter que l'intérêt de l'autre ne s'affaiblisse. Elles n'exigent pas que tu te maintiennes perpétuellement hors de portée complète pour être valorisé. Dans une vraie intimité, ta présence constante augmente l'amour, elle ne le diminue pas. Ta disponibilité construit la sécurité, elle ne tue pas le désir. Mais avec l'évitant, ces règles ne s'appliquent pas. Son système opère différemment. Et tu ne peux pas l'aimer vers une opération différente. Tu ne peux pas être si parfaite dans ton dosage de présence et d'absence que son système finira par se recalibrer. Cette recalibration doit venir de lui, de sa volonté d'affronter ce que la vraie intimité exige, de sa disposition à rester présent même quand la proximité devient inconfortable. Certains évitants font ce travail. Ils reconnaissent leur schéma, ils cherchent de l'aide, ils s'engagent à changer leur relation avec la proximité. Mais ce processus n'arrive pas parce que quelqu'un a menacé de partir. Il arrive parce qu'eux-mêmes se fatiguent de leur propre schéma, parce qu'ils voient comment leur façon de se relier les laisse seuls, parce qu'ils veulent quelque chose de différent avec assez d'intensité pour affronter l'inconfort du changement. Et ce processus prend du temps, des années, pas des mois. Il exige de la constance en thérapie ou un travail personnel profond. Il demande la volonté de rester dans des espaces inconfortables. Il exige de confronter des croyances fondamentales sur l'intimité et la vulnérabilité. Ce n'est pas quelque chose qui arrive parce que tu es revenu après t'être éloigné. Ce n'est pas une transformation que ta présence renouvelée peut catalyser. Alors quand tu décides quoi faire avec son désir renouvelé, tu décides vraiment si tu acceptes la version de lui qui existe maintenant, avec toute sa limitation d'intimité, ou si tu t'éloignes parce que tu mérites plus que ce qu'il peut t'offrir actuellement. Tu ne décides pas si tu peux le sauver. Tu ne choisis pas si ton amour peut le changer. Tu choisis si tu acceptes la réalité ou si tu poursuis le potentiel. Accepter la réalité signifie voir que son désir renouvelé est une réponse à la perte, pas un changement dans sa capacité d'intimité. Cela signifie reconnaître que même s'il te désire intensément en ce moment, ce désir ne se traduit pas en capacité de te donner la constance émotionnelle dont tu as besoin. Cela signifie comprendre que sa poursuite actuelle ne prédit pas un comportement futur une fois que la menace de te perdre disparaît.
Poursuivre le potentiel signifie espérer que cette fois sera différente, que son désir renouvelé est la preuve d'une transformation, qu'il est enfin prêt pour la relation que tu as toujours vue possible. Cela signifie investir dans la version de lui qui pourrait exister s'il se sentait juste suffisamment en sécurité, suffisamment aimé, suffisamment vu. Mais les gens ne changent pas leurs schémas fondamentaux en se sentant aimés. Ils changent quand eux-mêmes décident que leur schéma ne fonctionne plus. La décision entre accepter la réalité ou poursuivre le potentiel est la tienne. Il n'y a pas de réponse correcte universelle. Certaines personnes choisissent de rester, acceptant la limitation, trouvant la paix dans ce qui est possible à l'intérieur de ces limites. D'autres choisissent de partir, priorisant leurs besoins d'intimité constante sur la connexion qui existe. Les deux choix sont valides s'ils sont faits les yeux ouverts. Mais ce qui n'est pas valide, c'est de rester en espérant qu'il change sans qu'il ait montré un engagement réel envers ce changement. Ce n'est pas valide de revenir en croyant que ton amour, ta patience, ta présence correctement dosée sera suffisante pour transformer sa capacité de proximité. Ce n'est pas valide de sacrifier des années en attendant qu'un jour il s'éveille à l'intimité que la relation exige. Ton temps est précieux, ton énergie est limitée, ta capacité d'aimer est un cadeau, pas un outil de réhabilitation, et tu mérites de partager ces ressources avec quelqu'un qui peut les recevoir, qui peut les réciprociser, qui peut construire avec toi sans avoir besoin de te maintenir perpétuellement à mi-distance pour se sentir en sécurité. L'évitant te désirera quand tu cesseras d'être une option. C'est presque garanti par la façon dont son système fonctionne, mais ce désir n'est pas une invitation à revenir, c'est de l'information. De l'information sur comment il opère, de l'information que tu peux utiliser pour prendre des décisions plus claires, de l'information qui te rappelle que son intérêt est connecté à la distance, pas à la proximité. Cesser d'être une option pour l'évitant réveille son désir. Mais ce réveil n'est pas la fin heureuse. C'est simplement de l'information sur comment son système fonctionne. De l'information que tu peux utiliser pour prendre des décisions différentes, pour ne pas confondre sa poursuite avec de l'engagement, pour ne pas interpréter sa panique de perte comme de l'amour mature, pour ne pas revenir dans le cycle en espérant des résultats différents. Le vrai pouvoir n'est pas dans savoir comment activer son désir, il est dans ne pas avoir besoin de l'activer, d'en construire une vie où sa présence intermittente n'a pas de place, où son attention renouvelée n'est pas une tentation mais un rappel de pourquoi tu es parti, où son désir, peu importe combien il est intense dans le moment de perte, n'est pas suffisant pour te ramener dans une dynamique qui te vide. Quand tu cesses vraiment d'être une option, son désir perd sa pertinence. Non pas parce que tu ne le ressens pas, non pas parce que ça ne t'affecte pas de le voir enfin montrer ce que tu as toujours voulu, mais parce que tu comprends que ce désir ne change pas sa capacité fondamentale de te donner ce dont tu as besoin. Et choisir ta paix plutôt que sa poursuite intermittente est la seule décision qui brise le schéma. L'évitant te désirera quand tu cesseras d'être une option, c'est presque garanti. Mais ce que tu fais avec ce désir déterminera si tu as utilisé ton absence comme outil à l'intérieur du cycle ou comme sortie du cycle. Si tu reviens en espérant que cette fois sera différente, tu as choisi l'outil. Si tu maintiens ta vie concentrée sur ce que tu as construit sans lui, tu as choisi la sortie. Il n'y a pas de jugement dans n'importe quel choix. Certaines personnes ont besoin de revenir plusieurs fois avant d'être prêtes à rester dehors. Certaines ont besoin de voir le schéma se répéter avec des preuves indéniables. Certaines ont besoin d'épuiser toutes les possibilités avant d'accepter que le désir de l'évitant n'équivaut pas à une relation saine. Le temps que tu prends est le temps dont tu as besoin. Mais chaque fois que tu reviens après t'être éloigné, tu lui enseignes que ton absence est temporaire, que ta limite est négociable, que son désir renouvelé est suffisant pour te ramener, et il apprend qu'il peut te perdre et te récupérer tant qu'il montre le bon intérêt au bon moment. Cet apprentissage n'améliore pas ses schémas, il les renforce. La seule façon dont cesser d'être une option crée un vrai changement, c'est si tu restes hors de portée indéfiniment. Si son désir renouvelé trouve un mur là où il trouvait avant une porte ouverte. Si sa poursuite n'obtient pas de résultat. S'il apprend que cette fois, perdre ta disponibilité a des conséquences permanentes. Seulement, alors existe la possibilité qu'il affronte ce qu'il évite. Mais même alors, son changement n'est pas ta responsabilité, ni ton projet.
Ta seule responsabilité est envers toi. C'est de récupérer l'énergie que tu as investie en attendant sa constance. C'est de reconstruire la vie que tu as mise en pause pour sa présence intermittente. C'est de te rappeler qui tu étais avant d'adapter ton existence à ses rythmes. C'est de choisir la paix plutôt que l'intensité. L'évitant peut changer. Certains le font. Mais ce changement exige qu'ils affrontent leur relation avec l'intimité, qu'ils reconnaissent leur schéma, qu'ils fassent un travail soutenu sur leur capacité de proximité. Et ce processus prend des années, pas des semaines. Il prend un engagement profond, pas des gestes temporaires. Il prend affronter un inconfort plus grand que celui de te perdre. La plupart ne le font pas. La plupart trouvent une autre personne disposée à attendre, une autre disponibilité qui n'exige pas de réciprocité, un autre cycle où ils peuvent apparaître et disparaître sans conséquence. Et la personne qui a cessé d'être une option devient un souvenir de ce qui aurait pu être si les choses étaient différentes. Mais les choses sont comme elles sont. Ton pouvoir est dans accepter cette réalité, dans ne pas avoir besoin qu'il change pour valider ta décision de t'éloigner, dans ne pas attendre qu'il se réveille enfin pour te sentir bien d'avoir choisi ta paix, dans ne pas mesurer ta valeur par sa capacité à la reconnaître, dans construire une vie pleine sans sa présence comme axe central. Cesser d'être une option pour l'évitant fonctionne pour réveiller son désir, mais rester hors de ce rôle, maintenir ta vie sans orbiter autour de sa disponibilité, choisir ta stabilité plutôt que son intensité intermittente, ça exige quelque chose de plus profond qu'une tactique. Ça exige la décision de ne pas revenir peu importe combien il te désire dans le moment de perte. Si tu as vécu ce schéma, si tu as vu quelqu'un de distant devenir intensément présent juste au moment où tu t'éloignais, si tu as ressenti la tentation d'interpréter son désir comme de l'amour, partage ton expérience dans les commentaires. Ton histoire peut aider quelqu'un d'autre à voir le schéma avant de revenir dans le cycle. Si cette vidéo t'a donné de la clarté, mets un like et abonne-toi pour plus de contenu sur les dynamiques relationnelles. Merci d'avoir regardé.